On parle beaucoup de promesses électorales ces temps-ci. Eh bien, pour les gens de l'île du Prince-Édouard, une des plus vieilles promesses des politiciens fédéraux est enfin sur le point de se matérialiser. Depuis des décennies, on promettait aux électeurs de l'île la construction d'un pont, d'un lien permanent avec le reste du pays. Eh bien, ce pont, il est en pleine construction et il devrait être ouvert officiellement le 1er juin 1997. 1 milliard de dollars, plus de 2000 ouvriers. Le chantier du pont de l'île du Prince-Édouard est au Maritime, ce que la baie James est au Québec. Mais pour la première fois dans ce genre de projet d'infrastructure au Canada, la conception, la construction et même la gestion du pont a été confiée par Ottawa à un consortium privé. Ginette Le Breton et Elisabeth Créner ont visité le chantier. On a quand même un chantier d'1 milliard ou presque 900 millions qui est construit sur 150 acres de terrain. Un chantier de 150 acres, c'est petit pour y construire un pont qui, lui, va faire 13 km au-dessus du détroit de Northumberland entre l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Le coût, 850 millions de dollars. Une fois complété, on vise le 1er juin 1997, ce sera le 4e plus long pont de ce type au monde. Un consortium du secteur privé, le Strait Crossing Joint Venture, composé de 3 grandes compagnies, est chargé de la conception, de la construction et de l'opération du pont. Plus de 2300 personnes travaillent sur cette petite surface où chaque centimètre carré est utilisé. Le chantier de Borden à l'île du Prince-Édouard fonctionne sur le même principe qu'une ligne d'assemblage automobile. Normalement, un chantier de cette envergure, c'est très grand. Donc, avec beaucoup de différents entrepreneurs ou différents groupes qui ne sont pas nécessairement interreliés. Donc, la coordination est extrêmement importante dans le chantier pour que tout avance sur le même rythme. Pour chacune des 45 sections marines du pont, un travail herculéen est effectué, tant du côté de l'ingénierie que du côté de l'assemblage. D'abord, sur le fond du détroit, directement sur le roc, après le dragage, 3 points d'appui sont posés. La base repose ensuite sur ces points d'appui et le pilier est posé par-dessus. Tout en haut, pour terminer l'assemblage, la travée principale de 8200 tonnes est posée sur le pilier. Il ne faut pas qu'il y ait des pépins d'une part parce que c'est la chaîne au complet qui arrête. Voilà, l'échéancier est très court. Dans chacun des secteurs, que ce soit dans le domaine de la base, du pilier ou des travées, le calendrier de production prévoit la finition d'un élément par semaine. Pour la base, comme pour les autres pièces du pont, il faut commencer par l'acier d'armature. Normalement, la durée de vie d'un pont est de 50 ans, mais ici, le pont aura une durée de vie de 100 ans. L'acier d'armature est donc lui aussi plus résistant, sans parler de la quantité. Le pont nécessite plus de 50 000 tonnes d'acier d'armature, les tiges d'acier qui soutiennent le béton. Une petite compagnie familiale de Saint-Simon, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, Métaux Olympique, a obtenu le contrat d'approvisionnement et de pliage. On ne pouvait pas se permettre de faire d'erreur. Parce que si on fait une erreur, à la fin, eux autres, ça lui coûte cher là-bas, puis nous autres, ils peuvent tourner de bord et nous faire payer pour. Métaux Olympique est une entreprise familiale. Mise sur pied il y a une vingtaine d'années, le fondateur, Lee Vingalien, travaille aujourd'hui avec ses 3 fils. Le plus important contrat jamais accordé à Métaux Olympique a été de 4 000 tonnes d'acier d'armature par année. Avec 50 000 tonnes pour le pont, un contrat de plus de 30 millions de dollars, c'est le gros lot pour la compagnie familiale. La précision qui était demandée était vraiment haute, je pourrais dire. Les normes canadiennes vont nous demander une précision de plus ou moins 25 mm, tandis que le pont nous exigeait 0 plus et moins 15 mm. La précision exigée pour l'acier d'armature est directement reliée à la quantité du béton qui est coulé. Aucune imprécision n'est tolérée au niveau du pliage parce que cela signifie que le poids du béton serait modifié.
Alors plus ou moins de béton risque de modifier la solidité même de la pièce et du pont. Malgré le gigantisme de la construction, tout est précis. Les ingénieurs ne tolèrent pas la moindre bulle d'air dans le béton, question d'entretien. Du ciment à très haute résistance nous permet de faire des structures beaucoup plus minces, donc beaucoup plus légères, qui sont aussi fortes. Et puis, pour diminuer le poids, déjà qu'un fléau pèse 8200 tonnes, si on avait eu du béton à plus basse résistance, on aurait parlé de soit de fléaux plus petits ou de pièces des travées qui pèsent 10 000 tonnes peut-être. Puis là, à ce moment-là, c'était plus manœuvrable. La mobilité des énormes pièces de béton est très importante sur le chantier parce que la construction est successive. Baptisée le Homard, cette machine-ci est chargée du transport des pièces d'un poste à l'autre. 2 transporteurs comme celui-ci ont été faits sur mesure pour le chantier de Borden, au coût de 10 millions de dollars. Le Homard porte sur son dos la première partie d'une travée. Il avance à une vitesse de 3 mètres la minute. Au bout de la ligne d'assemblage, la travée fait 190 mètres et pèse 8200 tonnes. Le transporteur avance sur des rails spéciaux, là aussi une innovation. La recette secrète des rails et de leur installation a été mise au point par une firme d'Halifax, Vaughan Engineering. Du chantier, les pièces du pont sont transportées au-dessus du détroit de Northumberland. Strait Crossing a fait appel à une machine unique au monde. On a peine à croire ses yeux en voyant pour la première fois cette grue-navire géante sortie de l'imaginaire danois. Voici la Svanen, qui signifie le cygne, et c'est gracieux pour une machine de 32 étages capable de soulever des tonnes de béton armé. Cette grue-navire a un équipage et un capitaine comme n'importe quel autre navire. La salle des commandes est des plus sophistiquées et fonctionne jour et nuit. Ils n'ont aucune responsabilité. L'installation des travées, des piliers, des bases et des petites travées d'appoint se fait avec la Svanen. Le transport du chantier jusqu'au pont et la mise en place d'une seule pièce prend toute une journée. Là aussi, la précision est incroyable, soit de 25 mm grâce au positionnement par satellite. Voilà une autre pièce de posée vers l'union des 2 rives. La majeure partie de la construction se fait du côté de l'île du Prince-Édouard. Il y a aussi le chantier de moindre envergure du côté du Nouveau-Brunswick, mais aussi impressionnant. Les pièces des ponts d'approche sont faites ici. Grâce à un système de grues transversales, le lanceur, les pièces sont posées l'une à la suite de l'autre. Il reste 38 autres travées et pièces d'appoint avant de compléter le lien entre les rives de l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Le travail doit être fait avant le 1er décembre 1996. Une fois complété, le pont de 13 km va ressembler à ceci, avec une légère courbe en S assez large pour 2 voies de circulation et une voie d'urgence. Donner à une compagnie du secteur privé le loisir de financer, de dessiner, de construire un pont de 13 km, il traverse le détroit de Northumberland, et de l'exploiter pendant 35 ans. C'est la première fois que le Canada signe une entente avec le secteur privé pour la construction et la gestion d'un projet d'infrastructure de ce type. Des obligations ont été émises pour financer la construction. 660 millions de dollars ont ainsi été recueillis. Strait Crossing a droit à cet argent pour financer tout le travail. En retour, le gouvernement du Canada accorde la gestion et les revenus du péage du pont à Strait Crossing pendant 35 ans. Le gouvernement canadien s'engage à verser à Strait Crossing l'équivalent de l'opération d'un traversier évalué à 42 millions de dollars par année. Pascal Michaud dirige un groupe de recherche sur les grands projets d'ingénierie et de construction dans le monde. Les firmes qui traditionnellement avaient des mandats d'exécution, soit de gérance de projets ou d'exécution de travaux d'ingénierie et construction, doivent se développer en amont
pour jouer un rôle de développeur, promoteur, pour faire l'ingénierie financière. Les 660 millions recueillis pour la construction grâce aux obligations reviennent au privé. Mais il y a tout de même des balises qui permettent un droit de regard par le gouvernement fédéral. Tout l'argent déposé dans ce fonds de fiducie n'est pas l'argent du contribuable, c'est l'argent essentiellement de la compagnie. Et que cet argent n'est même pas accessible à cette compagnie, à moins qu'il soit confirmé par cette compagnie de génie indépendante que les tranches de travaux entreprises ont été entreprises suivant tous les prérequis. Si la compagnie de développement se trouve dans une position où ça lui a coûté plus que les coûts prévus, elle n'a pas le loisir de sortir l'argent qu'elle voudrait sortir du fonds de fiducie. Elle ne peut sortir que ce montant qui avait été prévu. Ça veut dire que tous les coûts supérieurs à ça doivent être absorbés par le consortium ou par les partenaires. Ériger un pont de cette envergure nécessite des travaux complexes et difficiles, sans compter les coûts. Le secteur public a préféré laisser la tâche au privé. Alors, qu'est-ce qui attire les promoteurs dans un tel labyrinthe? Le rendement de nos investissements proviendra du péage, car c'est nous qui détenons ces droits pour une période de 35 ans. Les promoteurs s'attendent à une augmentation du tourisme les premières années à cause de la nouveauté du pont. La traversée du détroit de Northumberland prend à l'heure actuelle 45 minutes en temps normal. Avec le pont, la traversée se fera dans une dizaine de minutes. À plus long terme, c'est sur l'augmentation de la circulation commerciale qu'ils misent pour augmenter les profits. There are some risks, but at least a reasonable level of return is guaranteed. Il y a des risques, mais nous sommes assurés d'un rendement raisonnable. Notre modèle financier et nos coûts de construction sont contrôlés de manière à assurer un profit. The value of the asset and the potential to collect tolls is sufficient, then la marge de profit est petite, mais elle est assurée à long terme. Il s'agit de déterminer le niveau de risque. Le pont doit être prêt le 1er juin 1997. S'il y a retard, le gouvernement canadien doit tout de même verser dès le 1er juin le premier paiement de 42 millions de dollars à Strait Crossing. Mais Strait Crossing doit payer les coûts d'opération des traversiers de Marine Atlantique. Nous avons perdu 1 an et demi. Nous avons, pendant 18 mois, négocié le contrat. Par contre, l'horaire de construction et les modalités de financement étaient établis en fonction de la date d'achèvement du pont. Il était impossible de repousser la date d'achèvement. L'intérêt du consortium Strait Crossing Development pour le pont du détroit de Northumberland s'étend au-delà des innovations technologiques. C'est aussi et surtout la route qui mène vers d'autres partenariats publics-privés, une attraction majeure. C'est une formule qui se développe partout à travers le monde. Et donc, les entreprises canadiennes doivent vraiment être concurrentielles, doivent développer ces nouvelles compétences de développeurs, de promoteurs, de financiers, ou en tout cas bâtir les alliances et les réseaux avec les partenaires qui auront toutes ces compétences pour gérer l'ensemble des risques du projet, non plus seulement les risques de l'exécution. Ce projet doit être un succès. C'est le premier du genre. Si le gouvernement fédéral est satisfait, alors il sera intéressé à négocier des projets d'infrastructures semblables. Ce printemps, les travaux ont repris plus tôt que prévu dans le détroit de Northumberland à cause de la température plus clémente que d'habitude. C'est une chance pour le constructeur. Mais d'ici à ce que l'aire des traversiers cède sa place à l'aire du pont, il va falloir que tout aille pour le mieux. Chaque minute compte.